Je lance, je dégage. Alors, c'est reparti les camarades. Donc, nous allons passer à notre deuxième partie sur notre atelier sur les lutter contre les violences faites aux enfants. Et donc là, nous avons le plaisir d'accueillir Cécile C, qui est illustratrice, militante pour le droit des enfants et de Boussole féministe, si tu voudras peut-être en dire un mot, et autrice donc de Ce que Cécile C, journal de sortie de l'inceste. Et donc la question qu'on voulait lui poser aujourd'hui, c'était en quoi déjà l'inceste fait-elle partie des violences faites aux enfants, et aussi en quoi l'inceste est-elle une question politique. Bonjour. Pour répondre à la question disons que la question c'est exactement la manière dont moi j'aborde l'inceste. Quand j'ai écrit mon livre, vraiment mon idée c'était de politiser mon expérience personnelle. Et donc pour commencer à répondre à cette question, je vais repartir des chiffres, notamment des chiffres que Franz a cités. Aujourd'hui, depuis MeToo Inceste, on cite à peu près toujours, ça fait 2-3 ans qu'il y a toujours les mêmes chiffres qui circulent, qui sont les chiffres qui ont été repris par la CIVI, donc la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Et donc ces chiffres, c'est qu'un enfant sur 10 serait victime de violences sexuelles. Donc un adulte sur 10 aurait vécu des violences sexuelles avant 18 ans. La première chose, c'est de comprendre d'où sortent ces chiffres en fait. Parce que si on se demande comment on sait ça, c'est quand même assez particulier de se demander comment on peut savoir qui a été victime d'inceste, etc. Donc en fait, ça vient d'enquêtes de prévalence, c'est-à-dire des enquêtes, des sondages. En l'occurrence, là, c'est le sondage, je ne sais plus quel institut de sondage, mais de l'association SOS Inceste, qui est refait régulièrement d'ailleurs, qui interroge donc, des personnes par téléphone en leur posant des questions sur ce qu'ils ou elles auraient vécu dans l'enfance. Donc, ces enquêtes se basent sur du déclaratif, et avec tous les biais que ça va comporter. C'est-à-dire que les personnes qui vont répondre en fonction de ce qu'elles considèrent comme des violences sexuelles. Donc ça, c'est le premier biais, c'est qu'on sait tous et toutes qu'on vit dans une culture du viol, culture de l'inceste qui banalise toutes les violences. Donc déjà, pour répondre oui à cette question, il faut avoir conscience que ce qu'on a vécu, c'était l'inceste. Ce qui n'est pas simple, à la fois pour des raisons de culture de viol, mais aussi pour des raisons très particulières liées à l'inceste et aux violences sexuelles subies dans l'enfance, qui sont le déni. Parce que le déni, c'est une forme de protection par rapport aux violences vécues. C'est-à-dire que si on a vécu des violences, pour survivre dans l'enfance aux violences que l'on vit, et a fortiori quand c'est de l'inceste, c'est-à-dire que c'est en famille, donc c'est en continu, la meilleure manière de survivre, c'est de se dire qu'on ne vit pas de violence. Donc arriver à l'âge adulte, c'est pas magiquement qu'on va se dire que ce qu'on a vécu était de violence. Il faut sortir du déni. Au-delà de ça, il y a la question physiologique, la question neurologique de l'amnésie. C'est-à-dire qu'un autre mécanisme de protection, c'est que par rapport aux violences subies, le cerveau a tout simplement coupé et oublié. Donc ça a été mon cas. Moi, j'ai pris conscience que j'avais vécu l'inceste passé 40 ans. Ça veut dire que si on m'avait posé la question lors d'une interview, est-ce que tu as vécu de l'inceste ou des violences sexuelles, j'aurais répondu non jusqu'à 40 ans. Ensuite, il y a les morts. C'est-à-dire que les violences sexuelles subies dans l'enfance conduisent à une surreprésentation, conduisent majoritairement à des problèmes de santé mentale, mais aussi de santé physique, et à des comportements addictifs, à des comportements autodestructeurs, à des pensées dépressives et ou suicidaires. Et donc les morts ne sont pas là pour répondre à la question. Il y a encore un certain nombre de biais, mais enfin, tout ça pour dire que un autre biais, c'est aussi la manière dont est posée la question, parce que généralement, les études internationales montrent que plus la question est large, à savoir est-ce que tu as vécu l'inceste ou est-ce que tu as vécu des violences sexuelles, moins la réponse est positive. Par contre, si on commence à demander précisément est-ce que un ou une adulte t'a mis la main à tel endroit, est-ce que d'autres enfants ont touché des parties de ton corps, est-ce que voilà, plus la question est précise, plus la personne va pouvoir répondre oui sans forcément avoir conscience que ce oui est une question d'inceste ou de violence sexuelle. Donc le 1 sur 10 est complètement faux, ça il faut bien se le dire. Donc moi, quand je parle de violences sexuelles subies dans l'enfance, je vais
au doigt mouillé, reprendre les chiffres du Conseil de l'Europe, qui sont 1 sur 5, qui sont des chiffres tout aussi officiels, qui proviennent aussi d'enquêtes de prévalence, mais internationales, une compilation d'enquêtes de prévalence, et du coup, une estimation moyenne dit qu'un enfant sur 5 en Europe a subi des violences sexuelles. Et ce chiffre-là est valable alors en Europe, mais aussi aux États-Unis. Évidemment, dans toutes les régions du monde où on pose la question, il n'y a pas de chiffre inférieur. Même la Suède, qui est souvent présentée comme un exemple de pays où les enfants sont beaucoup plus protégés, les chiffres en Suède, c'est 20%, donc 1 sur 5. Et je pense que si on a des chiffres aussi élevés en Suède, c'est par contre parce qu'il y a une prise de conscience supérieure de qu'est-ce que c'est les violences sexuelles. Donc on arrive à des chiffres qui sont plus fiables, en quelque sorte. Ça ne veut pas dire qu'il y a plus de violences sexuelles dans l'enfance. Donc moi, je reprends 1 sur 5 et c'est toujours ma base. Et donc je suis toujours, c'est pas personnel du tout, mais je suis toujours agacée qu'on reprenne ce chiffre de 1 sur 10 parce qu'il arrange un peu tout le monde, même s'il paraît énorme, mais il est bien arrangeant. Évidemment, il y a d'énormes disparités dans ces chiffres. Plus on est victime d'oppression, plus les chiffres sont élevés. Parce qu'il faut se dire que les violences sexuelles, c'est des violences de domination, je vais l'expliquer par ailleurs. Et donc, quelqu'un qui voudrait s'attaquer à un enfant aura davantage intérêt à s'attaquer à un enfant qui ne parle pas français, dont la parole sera moins crue quand il ou elle éventuellement parlera. Donc, les enfants handicapés, par exemple, les chiffres que donne la CIVIS, c'est de dire qu'un enfant porteur de handicap a 4 à 5 fois plus de risques qu'un enfant qui n'a pas de handicap de subir des violences sexuelles. Donc on prend 1 sur 5, on multiplie par 5, ça fait 100%. Donc les enfants handicapés sont des enfants qui ont un risque à 100% de subir des violences sexuelles. Ce risque est bien supérieur, évidemment, si l'enfant a un handicap de parole, s'il ne peut pas parler, un handicap cognitif. Et évidemment, si on cumule être racisé plus handicapé, c'est jackpot. Donc en fait, il faut arrêter de prendre les violences sexuelles par le biais des victimes. Il faut commencer par se demander la facilité qu'on peut avoir à agresser un enfant. Et quand on commence à raisonner comme ça, on se voit que on va se rendre compte que c'est hyper facile. En fait, il n'y a rien qui empêche d'agresser un enfant. Et non seulement rien n'empêche d'agresser les enfants, encore moins en famille. Et au-delà de ça, une fois que l'agression est faite, rien ne va limiter cette agression. Je vais l'expliquer par ailleurs. Donc, pour ce qui est des chiffres, je reprends 1 sur 5. Et alors, par rapport à l'inceste, je vais aussi définir un petit peu l'inceste après, les chiffres sont à peu près constants. C'est-à-dire que parmi les violences sexuelles, 50% sont commises en famille. Alors ça, c'est encore une fois des chiffres officiels, ce qui veut dire qu'il ne faut pas oublier que dénoncer sa famille, donc déclarer avoir subi des violences sexuelles en famille, c'est encore autre chose par rapport à dénoncer un agresseur qui serait extérieur. Donc les chiffres de l'inceste, il faut bien comprendre qu'ils sont aussi hyper sous-évalués par rapport aux autres violences sexuelles. La conclusion, c'est de se dire qu'en fait, les parents sont les principaux prédateurs de leurs enfants, des enfants en général. Et ça, c'est vraiment une donnée qu'on oublie absolument tout le temps. Dès qu'on parle de violences sexuelles faites aux enfants, le truc qu'on oublie systématiquement, c'est que c'est les parents les principaux prédateurs. Les parents, les oncles. Alors, les chiffres de la CIVIS, c'est pareil, ça c'est assez constant. Les principaux prédateurs parmi les parents, c'est les pères et les beaux-pères. Ensuite, c'est les grands-pères. Ensuite, c'est les oncles. Et puis après, il y a les cousins. Et évidemment, il y a aussi beaucoup de violences sexuelles qui sont commises par des femmes, que ce soit sur des femmes ou sur des petits garçons. Et ces violences-là sont également hyper sous-évaluées parce que c'est évidemment très 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 compliqué d'aller dénoncer, quand on est un homme, des violences sexuelles qu'on aurait subies de la part de femmes. A fortiori de sa maman ou de sa sœur. Mais c'est très courant. Donc moi, les chiffres de 96% des violences sexuelles sont commises sur les enfants sont commises par des hommes. Par rapport à l'inceste, je n'y crois absolument pas. Parce qu'il faut toujours se prendre en compte la possibilité juste de dire la vérité sur ça. Elle n'existe pas actuellement. Tout ça pour dire que si on a 1/5 des adultes qui ont subi des violences sexuelles dans l'enfance, il faut aussi se dire qu'il y a en regard 1/5 des adultes qui commettent ou qui ont commis des violences sexuelles sur des enfants. Alors on me dit toujours oui, mais un enfant, un agresseur fait plusieurs victimes. Certes,
mais une victime a aussi toujours plusieurs agresseurs. C'est-à-dire que si on a été violé bébé ou violé avant 5 ans, eh ben, on a énormément de chances de se refaire violer plus tard à 10 ans, puis à l'adolescence, puis adulte. Donc, pareil, c'est au doigt mouillé parce que de toute façon, aucune étude fiable pour l'instant, on n'a pas les outils, on n'a pas les outils conceptuels pour pouvoir préciser tout ça, mais la logique veut qu'il y ait parmi nous, ici, à cette université d'été, 1/5 des personnes qui ont subi des violences sexuelles en France et 1/5 des personnes qui en ont commises sur des enfants. Sur des enfants, sur des ados, et aussi sur les bébés. N'oublions pas, les violences sexuelles sur bébés, c'est pareil, c'est quelque chose qui est absolument inaudible, parce que c'est inenvisageable, mais pourtant, c'est les violences les plus faciles à commettre. Parce que imaginez, vous rentrez dans une pièce, vous voyez un adulte, et vous avez l'impression qu'il s'est passé quelque chose de louche avec le bébé dans la pièce, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous avez la possibilité, ne serait-ce que de vous croire vous-même par rapport à ce que vous venez de voir? Est-ce que vous avez la possibilité ensuite d'aller dénoncer la personne que vous venez de voir? Et les bébés ne sont pas là pour parler. Et plus on a subi des violences sexuelles tôt dans l'enfance, plus l'amnésie est forte. Ça c'est connu physiologiquement. Donc plus cette amnésie, moins il y a de chances que cette amnésie se révèle. Donc les violences sexuelles sur les bébés, c'est le continent noir. Voilà. Donc maintenant, je vais essayer de préciser qu'est-ce qu'on entend par inceste. Alors, j'ai beaucoup parlé de violences sexuelles. L'inceste, c'est assez particulier par rapport aux violences sexuelles parce que c'est des violences qui sont commises en famille. Il faut comprendre que pour pouvoir commettre une agression sexuelle sur un enfant en famille, ça se passe jamais une fois et ça se passe jamais par hasard. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un continuum, un climat qui va permettre, un climat d'érotisation des violences familiales qui va permettre à certains moments que soit un adulte, soit d'autres enfants qui ont été éduqués dans cette ambiance-là, intrusent le corps d'un plus petit, d'un plus vulnérable. C'est toujours de toute façon des violences de domination. Donc c'est toujours les plus petits de la famille, les plus vulnérables, les vilains petits canards, les enfants adoptés, voilà, c'est ça la logique, qui vont subir les violences des autres membres de la famille. Alors moi par exemple dans ma famille, c'est pas compliqué, il n'y a pas une personne de ma famille qui n'a pas été agressée par un autre membre de la famille. Ce qui veut dire que l'inceste, la représentation qu'on en a, c'est toujours le viol du père sur sa fille. Mais ça n'existe pas. Pour qu'un père viole sa fille, il faut aussi qu'il y ait des intrusions entre frères et sœurs, il faut aussi que la mère ait subi de l'inceste pour fermer les yeux éventuellement, etc., etc. Donc en fait, l'inceste, c'est une érotisation des rapports familiaux, une érotisation de la domination dans les rapports familiaux. Et l'idée que l'inceste, c'est du viol, c'est pareil, ça arrange tout le monde. Parce que déjà, si on parle de viol, il faut parler de preuves. Donc là, on connaît les chiffres, hein, que ce soit sur les adultes ou sur les enfants a fortiori. Les condamnations pour viol, pour les adultes, c'est 94% de non-lieu, non-condamnation, on va dire. D'accord? On met ensemble les classements sans suite, les non-lieux, etc. Donc les adultes qui commettent des viols sur adultes, c'est 4% qui sont condamnés. Les adultes qui commettent des viols sur l'enfance, sur enfants, avec les chiffres qu'on a, c'est 1% qui sont condamnés. Même moins de 1%. Et encore une fois, avec tous les biais que je vous ai dit sur les chiffres. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous voulez violer un enfant, c'est jackpot, vous pouvez le faire tranquillement. Rien ne vous en empêchera. Donc en fait, quand on parle des violences sexuelles commises sur l'enfant, il faut vraiment avoir ça en tête. Hein. Et quand on commence à parler de prévention, on parle toujours de prévention comme si les violences étaient un écart à la norme. Avec tout ce que je viens de vous dire, la violence sexuelle sur l'enfant, c'est pas un écart à la norme, c'est la norme, on baigne dedans en permanence. Et donc ça veut dire que tous et toutes ici, nous avons été socialisés à apprendre à fermer les yeux. À apprendre que quand on rentre dans la pièce et qu'on a un doute, c'est nous qui avons douté, c'est nous qui hésitons, c'est nous qui débloquons. Et donc pour sortir de ça, il faut commencer par se dire que non, c'est la norme, c'est partout, tout le temps, autour de nous. C'est-à-dire qu'on passe réellement notre temps à voir des enfants qui ont des symptômes de violence sexuelle et à ne pas considérer ces symptômes comme des symptômes de violence sexuelle. Et dans l'éducation nationale, c'est systématique. Parce qu'on les a sous les yeux, les enfants.
C'est ceux qu'on sort de la classe tout le temps parce qu'ils sont tout le temps remarqués, c'est ceux qui sont insupportables, c'est ceux qui vont baisser la culotte des autres, etc. Mais on passe notre temps à dire non, mais c'est pas ça. Et on passe notre temps à chercher d'autres raisons pour lesquelles ces enfants sont problématiques. C'est aussi les enfants, moi c'était mon cas, qui ne bougent pas. Les enfants les plus sages du monde qui ne jouent pas, c'est un symptôme énorme. Mais cela, ils ne dérangent pas l'institution. Donc on ne va pas se poser de questions. Donc, je reprends ma définition. L'inceste, c'est l'erotisation des rapports familiaux. C'est donc un système, d'accord ? Moi, je parle de système inceste. Et dans ce système, il va y avoir des éléments qu'on va pouvoir identifier plus ou moins facilement. Et ces éléments, on va les appeler l'incestuel. Alors, je fais toujours hyper attention au terme incestuel parce qu'il commence à être vulgarisé. Et quand il est présenté et vulgarisé, on dit tout le temps oui, l'incestuel, c'est l'inceste en passage à l'acte. Alors, il n'y a rien de pire comme présentation de l'incestuel parce que ça sous-entendrait qu'il y aurait quelque chose comme l'inceste avec viol, qui est l'inceste réel, le vrai inceste, puis un truc un peu moins vrai, un peu moins grave, un peu moins important, qui serait l'inceste en passage à l'acte. Alors, il faut savoir qu'il n'y a jamais d'inceste sans incestuel et jamais d'incestuel sans inceste, si on considère que l'inceste, c'est le fameux viol par pénétration. Ce que je veux dire, c'est que l'incestuel, donc c'est cette érotisation des rapports familiaux qui va s'exprimer dans... Alors, il y a des éléments plus ou moins repérables, le fait qu'on se balade à poil en famille, le fait qu'il n'y ait pas de verrou aux portes, le fait que les parents dorment avec les enfants. La parentification aussi, c'est un élément très important de l'incestuel, c'est-à-dire que c'est les enfants qui vont être les soignants de leurs parents, qui vont prendre soin de la santé mentale de leurs parents, qui vont essayer de les consoler, qui vont essayer de les rassurer. L'incestuel, c'est l'exposition des enfants à la sexualité des adultes en permanence. Que ce soit par des blagues, que ce soit par des films, que ce soit par des discours à table, etc., etc. Donc là, je commence à décrire des éléments. Plus je vais en décrire, plus tout le monde ici va se sentir concerné. C'est logique. Et c'est pour ça que le 1 sur 5, on pourrait même aussi l'augmenter. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on part de l'inceste comme système qui inclut l'incestuel jusqu'à l'agression par pénétration, en fait, c'est le fonctionnement normal de la société. Voilà, on vit dans une société incestueuse, en permanence. D'où le fait qu'on ne le voit pas, puisque c'est normalisé. Et donc, j'en viens à quelque chose d'extrêmement important pour comprendre l'inceste, qui a été conceptualisé par un psychanalyste, mais que moi, c'est un psychanalyste, mais néanmoins, j'utilise son concept en philosophe, en fait, et je pense qu'il faut politiser ce qu'il a pensé, parce que ça permet vraiment de comprendre les choses. Donc, il s'appelle Paul-Claude Racamier, et il a fait un livre qui s'appelle L'inceste et l'incestuel, dans lequel, justement, il a cherché à préciser ce que ça pouvait être l'incestuel, pour, en gros, étendre le domaine de la gravité de l'inceste. Et ce qu'il montre dans ce livre, c'est que le principe même de l'inceste et de l'incestuel, c'est l'exhibé caché. C'est-à-dire, c'est là, sous nos yeux, mais c'est tellement là qu'on ne peut pas le nommer. Et c'est ça toute la difficulté. Et donc, plus il y a des endroits où on prétend qu'il n'est pas, plus en fait il faut le chercher. Donc cet été par exemple, il y a une polémique sur les réseaux sociaux par rapport à la présence d'enfants dans les camps naturistes. J'étais à la tête un peu de cette polémique, et je maintiens que plus on me dit que dans les camps naturistes, tout est cool, tout est bien, qu'on fait hyper attention, que l'érection est interdite, etc., plus je me méfie en fait. Sachant qu'en plus, qui amène les enfants dans les camps naturistes, c'est les parents. Je redis, les parents sont les principaux prédateurs de leurs enfants. Tout ça pour dire que, au final, l'inceste, c'est un rapport, c'est au-delà du fait que c'est une érotisation de la violence, c'est aussi tout un rapport à la vérité et au langage. Puisque le principe même de l'inceste, c'est qu'on ne peut pas le nommer. Il est là et on ne peut pas le dire. Donc c'est un rapport à la vérité. Et moi je dis tout le temps, la langue de l'inceste, c'est la langue de bois. Et ça montre à quel point, du coup, l'inceste, c'est précisément le berceau des dominations. En fait, c'est l'incorporation dans l'intimité la plus profonde de chacun, chacune, et surtout des rapports familiaux, donc des personnes qui nous constituent, des personnes qui nous donnent nos valeurs, qui nous donnent une identité qu'on aime, qui nous aiment d'ailleurs. C'est l'incorporation de la domination et du fait que les plus dominants peuvent écrabouiller les plus vulnérables en silence. Ce
qui fait de la famille une institution absolument contre-révolutionnaire. Quand on dit les institutions, l'école et la famille, en fait, l'école et la famille, bon, l'école on le sait, mais la famille est une institution. Et c'est l'institution la plus difficile à percevoir, puisqu'en fait, c'est la plus naturalisée. Et ça a des conséquences très pratiques. Enfin, il existe un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle « Abolir la famille » et qui explique précisément que sur les barricades, les femmes qui tiennent les barricades sont toujours ramenées au bout d'un moment, au bout de 3 semaines, à la famille, ce qui fait qu'elles sont obligées de lâcher les barricades. C'est vraiment une institution contre-révolutionnaire. Et c'est aussi le fait que, comme tu l'as dit tout à l'heure, une fois qu'on a bien incorporé qu'il fallait faire plaisir à papa-maman, ça va être hyper compliqué ensuite d'aller faire la révolution. Donc en fait, une des manières de lutter contre l'inceste et de faire la révolution, c'est déjà de rompre nos allégeances familiales. Est-ce qu'on est capable de faire exploser nos familles? Est-ce qu'on est capable de dire à notre père, à notre oncle, d'arrêter de regarder nos enfants comme ça, d'arrêter de parler à nos enfants comme ça? Est-ce qu'on est capable de dire ce qu'on a vécu, de dire ce qu'on a vu, au prix de faire exploser la famille? La réponse aujourd'hui, c'est non. Et c'est pas non parce qu'il y a des gens qui sont plus nuls que d'autres et que moi, je serais super forte, c'est pas ça. C'est que tout est fait pour empêcher de faire exploser la famille. Alors, je termine juste, je voulais juste dire un truc aussi, c'est évidemment que l'inceste, c'est le fonctionnement principal du patriarcat, mais il ne faut pas croire que dans les familles non hétérosexuelles, il n'y a pas d'inceste. Ça montre que le patriarcat, c'est beaucoup plus large que la question des choix amoureux ou des choix familiaux, en fait. Parce qu'en fait, l'inceste, c'est vraiment une incorporation de la domination qui va se reproduire, d'autant plus qu'elle n'aura pas été nommée. Donc pour sortir de l'inceste, la première chose, c'est de le nommer. Pour sortir des violences sexuelles aussi. La première chose, c'est de les nommer. Mais nommer, c'est déjà faire la révolution. Si on commence à nommer les violences sexuelles ou le fait qu'un enfant à l'école vit certainement de l'inceste, on fait exploser le fonctionnement normal de l'institution. J'avance, je me dépêche. Et autre chose aussi à bien comprendre, c'est que par rapport à toutes les questions de pédocriminalité, l'inceste est premier. Il ne peut pas y avoir de pédocriminalité sans inceste. Les pédocriminels sont des personnes qui ont vécu les violences sexuelles dans l'enfance, qui n'ont pas été soignées, et qui donc très certainement, a fortiori quand ils sont ensuite dans la société en position dominante, c'est-à-dire en gros du côté homme du patriarcat, ou en position de pouvoir, vont avoir tout loisir de reproduire, pour des raisons à la fois très intimes, que les psychologues expliquent, de rechercher à toujours la même scène, etc., en étant du côté agresseur au lieu d'être du côté agressé, mais aussi reproduire la domination, puisque la société fonctionne sur la domination. Et donc, dans les réseaux pédocriminels, qui livrent les enfants aux pédocriminels? Les parents. Y compris avec les rapports Nord-Sud, où aux Philippines, c'est les familles qui violent les enfants devant caméra pour des personnes qui consomment ici. Et j'arrive à ma conclusion, j'ai peut-être débordé beaucoup. Ok. Alors ma conclusion, c'était un petit peu comment lutter contre ça, je l'ai un peu dit, c'est-à-dire déjà commencer à faire un travail personnel d'ouverture des yeux et de qu'est-ce qu'on fait quand on a les yeux ouverts. Parce qu'en fait, à partir du moment où on commence à accepter de voir, c'est tout le temps. Donc ça veut dire qu'il va falloir tout le temps dénoncer, tout le temps dire. Ça pose des sacrés problèmes individuels de rapports sociaux. Et pourtant, on ne s'en sortira pas. Donc moi, je suis vraiment très contre tous les discours sur la prévention contre les violences sexuelles, etc. Parce que ça fait toujours des violences sexuelles, à nouveau, quelque chose d'extérieur, de facile. Là, j'ai vu hier une vidéo qui circulait avec une maîtresse qui fait chanter aux enfants, mes parties intimes, c'est ça, ça, ça. Et si tu me les touches, je vais dire à papa, maman que tu m'as touché. Et c'est papa, maman qui te touche, en fait. Et la maîtresse est certainement très contente, c'était Simone Média qui relayait ça, c'était vu des millions de fois, ça a l'air d'être une super bonne idée. En fait, toutes les super bonnes idées pour lutter contre l'inceste nous mettent toujours à distance des vrais outils qui permettraient de lutter. Parce qu'en fait, l'inceste, c'est un système qui est vraiment conçu pour qu'on ne s'occupe pas de lui. Donc, je redis, le plus important, c'est l'exhibé caché. Donc dès qu'on a l'impression d'avoir une bonne idée qui va rien changer, mais juste, on va dire, il faut faire de la prévention aux enfants pour qu'ils apprennent à dire non. Moi, on m'aurait dit que je pouvais dire non, ça m'aurait rien changé. Parce que d'abord parce qu'il y a des violences sexuelles que j'ai vécues avant 3 ans, donc bon. Et puis parce que quand on est enfant
C'est ce que dit sur la domination adulte. Il y a une personne qui est très intéressante qui s'appelle Tal Peter Brommerx, qui est d'ailleurs une victime d'inceste qui s'est suicidée. Donc on a perdu un grand penseur de l'inceste, qui dit « L'enfant est construit comme un individu privatisé et fragile. Et donc comme il est fragile, c'est aux parents, on le livre entièrement à l'autorité parentale. » Voilà. Donc déjà, il faut sortir de cette logique. Il faut sortir de la logique que l'enfant est par nature quelque chose de fragile. Il faut arriver à construire un autre rapport aux enfants. Il faut sortir de l'idée de l'autorité parentale. Il y a des personnes qui commencent à dire qu'il faudrait parler de responsabilité parentale. Il faut limiter les droits des parents sur les enfants. Et là, on commencerait à sortir de l'inceste. Mais évidemment, ça, c'est tout un changement sociétal. C'est pas juste à dire aux enfants qu'il ne faut pas leur toucher les parties intimes. Et puis, deux choses avant de terminer. Il y a aussi tout un rapport que nous, on a en tant qu'adultes aux enfants à retravailler. Et un rapport aussi à notre propre érotisation. Et qu'est-ce qu'on a l'habitude de partager avec les enfants et les ados. C'est-à-dire que c'est aussi comprendre qu'être adulte, c'est s'empêcher. Donc, tous les adultes de 40 ans qui vont facilement aller draguer des jeunes de 20 ans, par exemple. Alors, un jeune de 20 ans n'est plus un enfant, mais ce n'est pas encore exactement un adulte de 40 ans. Ben, ça, c'est la continuité des rapports de domination. Qu'est-ce qu'on fait? Tous ces profs là qui sont copains avec leurs élèves, on est déjà dans l'incestuel. Pour moi, un adulte n'est pas un copain avec un jeune et avec un enfant. Un adulte, c'est un repère. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des relations avec les jeunes, bien au contraire. Mais on est des adultes. On ne fait pas semblant de ne pas être des adultes. Et déjà, quand en tant qu'adulte, on commence à vouloir jouer avec cette limite et à se dire qu'on peut être copain avec des jeunes de 20 ans et que c'est super sympa, déjà on enfreint quelque chose. Parce que oui, je ne l'ai pas dit, mais l'inceste, c'est aussi un rapport à la loi. Les familles incestueuses considèrent que la loi, la première loi, c'est « tu ne couches pas avec tes enfants », n'est pas faite pour elles. Le fait qu'on ne se balade pas tout nu en famille, on peut négocier avec ça. Donc déjà, quand on commence à négocier avec le principe, les principes communs de qu'est-ce que c'est un adulte, qu'est-ce que c'est un enfant, on est déjà dans l'incestuel. Et pour finir, je l'ai déjà dit, mais vraiment avoir en tête que on ne peut avoir, par rapport à l'inceste et aux violences sexuelles faites aux enfants, qu'une approche intersectionnelle. En fait, les violences sexuelles, c'est à considérer comme un risque, d'accord ? On sait que dans n'importe quel espace commun, il peut y avoir des risques d'incendie. Mais qu'est-ce qu'on fait? On met des extincteurs partout. On ne se dit pas qu'il ne va pas y avoir d'incendie, en fait. Donc partout où il y a des enfants, il faut se dire qu'il y a des prédateurs. Et que ces prédateurs sont souvent nos meilleurs potes, nos meilleurs amis, nos collègues, etc. Et comprendre que plus un enfant est vulnérable, plus ses parents ne parlent pas bien français, plus il est pénible, etc., etc. Plus c'est une fille, moins sa parole ne sera entendue, et donc plus c'est une proie. Et vraiment, pour avoir lutté dans une école publique à Paris contre la présence d'un animateur pédocriminel, ses collègues nous avaient dit qu'ils choisissaient précisément ces cibles en fonction des enfants qui ne pourraient pas parler. C'est ça la prévention des risques, c'est de se dire plus un enfant est vulnérable, plus il est à risque de subir des violences sexuelles, se le dire. Et c'est pas parce qu'on se le dit que ça va favoriser les violences, bien au contraire, ça va juste permettre, parce que, voilà, je vais terminer là-dessus, en fait, on est très très nombreux et nombreuses à en avoir subi. Ce qui est le plus grave dans le fait d'avoir subi des violences sexuelles, c'est pas tant l'intrusion, c'est le fait de ne pas pouvoir le dire, c'est le monde à l'envers en fait. C'est le fait de se construire avec un rapport frelaté au langage où les choses n'ont plus aucun sens. Si mon père peut être mon amant, ça veut dire quoi? Pour la vie, pour la dignité, pour le rapport au monde en fait. Donc en fait, on ne peut pas éviter aux enfants d'être agressés, vraiment. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est que quand ils le sont, on peut les aider. On peut leur dire, ça c'était pas normal, ça c'est contre la loi. Et on va t'accompagner pour faire reconnaître ton injustice. Ça change tout. Et c'est ce qui s'est passé pour le Square Neck. Le Square Neck, qui était un prédateur qui a fait des centaines de victimes, en fait, il a été dénoncé par une petite fille de 6 ans, qui a été violée en tant que voisine, et qui avait 2 parents qui eux-mêmes avaient vécu des violences sexuelles. Ces 2 parents qui avaient vécu des violences sexuelles n'ont pas pu empêcher à leur fille d'être violée par un adulte. Par contre, quand elle a parlé, ils l'ont cru
Ils sont allés porter plainte et ils ont permis de dénoncer quelqu'un qui avait fait des centaines de victimes. Et cette petite fille-là, moi, je ne suis pas inquiète pour elle. Parce que sa parole aura eu du poids. Et donc c'est ça notre responsabilité, c'est vraiment d'être capable, quand un enfant parle, ou quand un ami parle, etc., d'accompagner cette parole, de se lever et de changer les choses. Voilà, j'arrête là. Merci à toi. On va continuer donc dans la dernière partie. Voilà, s'il y a des camarades qui ont besoin de prendre un temps, n'hésitez pas vraiment à le prendre. Donc on va continuer avec la dernière partie maintenant. On en fait un petit peu comme ça sur la partie sur la protection de l'enfance. Et donc après, on se gardera un petit temps pour avoir peut-être des prises de parole très rapides de la salle. Ouais, je vais essayer de balayer les choses. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, y compris par les camarades et les intervenants. La transition est assez simple pour moi suite à ce que vous a raconté Cécile, parce que la protection de l'enfance, justement, normalement, c'est l'institution, en tout cas la partie de la société qui vient regarder ce qui se passe dans la famille et qui vient normalement tenter de protéger les enfants et d'accompagner tout ça. Je vais démarrer pour faire un petit focus sur ce que c'est que la protection de l'enfance, pourquoi j'utilise le terme de protection de l'enfance et pas particulièrement d'aide sociale à l'enfance aussi, et donner un peu des éléments de compréhension de l'organisation déjà de cette institution, parce que c'est pas si simple et qu'il y a eu pas mal de changements. Il y en a peut-être aussi qu'on la DAS en tête, ça c'était encore bien, il y a bien longtemps, mais bon, on ne sait jamais. Du coup, la protection de l'enfance, c'est l'ensemble, ça définit l'ensemble des missions et des services qui concourent à la protection des enfants, quel que soit le statut des professionnels, quels que soient les lieux de travail, etc. On dit la protection de l'enfance de manière générale. L'aide sociale à l'enfance, c'est le service au sein des départements qui s'occupe de ces missions-là. Donc c'est pas tout à fait la même chose, et y compris on a des collègues qui travaillent dans le champ de la protection de l'enfance qui ne travaillent pas à l'ASE. Voilà, donc c'est pour ça que je trouve ça aussi intéressant et pertinent de parler de protection de l'enfance de manière générale. La protection de l'enfance, elle a deux missions. Qui sont celles de la prévention des dangers, des risques des dangers vécus par les enfants, et celle de la protection. Je vais développer un peu plus tard à quoi ça correspond. Et puis elle intervient de deux manières, sous des missions administratives et sous un volet judiciaire. Pour faire très court, l'administratif, c'est quand la famille est d'accord pour qu'on intervienne chez eux ou auprès de leurs enfants. Le judiciaire, c'est quand c'est imposé par un juge des enfants ou une juge des enfants. Voilà, et l'administratif, ça peut aussi être à la demande des parents et des familles. Donc il y a aussi une partie, un volet qui est du soutien, ce qu'on appelle du soutien à la parentalité, mais qui est demandé par les familles concernées. Évidemment, je parle des familles, je ne parle pas des enfants en direct, parce que ce pas les enfants qui demandent et qui sont en capacité de solliciter ces mesures-là. En termes de moyens, ça va de l'accompagnement au sein du domicile ou sur des temps d'entretien un peu ponctuels jusqu'au placement des enfants. Ça concerne des enfants de 0 à 18 ans, et par extension, pour ceux qui ont déjà fait l'objet d'une mesure en protection de l'enfance, ça peut aller jusqu'à 21 ans. Voilà, donc ça peut concerner aussi les jeunes majeurs. Je ne me suis pas présentée d'ailleurs, moi je suis travailleuse sociale, pas éducatrice spécialisée de formation par ailleurs, mais je suis travailleuse sociale en protection de l'enfance. Je travaille au département de Loire-Atlantique, dans un service qui s'occupe principalement des jeunes majeurs, et puis moi j'étais référente ASU, ce qu'on appelle référente ASU pendant longtemps. La protection de l'enfance, c'est une mission aujourd'hui des départements, c'est plus l'État qui gère ça, il y a des lois qui régissent un peu les généralités, mais c'est les départements qui mettent en œuvre ces missions.
Et c'est déjà un premier problème parce que du coup ça veut dire qu'il y a des inégalités fortes sur le territoire en fonction des moyens financiers des différents départements, en fonction des choix politiques, des étiquettes politiques des présidents de conseils départementaux, des présidentes de conseils départementaux. Et ben il va pas se passer la même chose. Je fais le lien avec ce que racontait Blay un peu tout à l'heure sur la question des MNA. On est sur des diversités énormes en fonction des départements, entre la question de l'évaluation de la minorité qui n'est pas mise en œuvre du tout exactement de la même manière sur les différents territoires, et la prise en charge même quand les jeunes sont reconnus mineurs. On va de jeunes qui sont juste nourris, logés dans des endroits où un peu ce que tu disais, on s'en fout, puis on va pas, pour les plus de 16 ans, on va pas s'embêter à les scolariser parce que quand même, ça y est, c'est fini l'obligation scolaire, donc voilà, y compris quand ça a des incidences fortes en termes d'obtention de titre de séjour derrière, à ce titre-là, je suis dans un département où ça se passe pas trop mal, même s'il y a plein de choses à revoir, mais où du coup tous les jeunes qui sont reconnus mineurs, ils sont pris en charge, logés avec une allocation, avec un suivi éducatif réel et une tentative de scolarisation, y compris de financement d'écoles privées si jamais il n'y a pas de place dans le public. Bon, après, on voit, je fais le lien avec ce que disait France tout à l'heure, on n'est pas toujours sur, sur des garanties géniales, mais on est en tout cas sur des vraies disparités d'un territoire à l'autre, et déjà c'est un gros souci. C'est un gros souci. Je vais couper sur la question du circuit, du repérage des mineurs qui sont concernés. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à poser la question, mais je vais aller un peu vite sur cette partie-là. Sur la question de à qui s'adresse la protection de l'enfance et pourquoi elle intervient, je vous redonne la définition qui est dans le Code de l'action sociale et des familles, qui est plutôt complète à mon sens, qui dit que ça concerne un mineur bénéficiant ou non d'un accompagnement déjà, voilà, parce que là je vous cite la définition de l'information préoccupante, mais du coup des jeunes qui vont être concernés par la protection de l'enfance, donc des mineurs où on a des craintes concernant sa santé, sa sécurité ou sa moralité, qui sont en danger ou en risque de l'être, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises ou en risque de l'être. Donc on est quand même sur une définition hyper large, voilà, qui spécifie pas exclusivement la question des violences, parce qu'on a le thème de l'atelier, c'est les violences, mais il faut bien entendre, moi il y a deux choses importantes que je trouve qui sont à noter dans cette définition. C'est on parle de danger ou de risque de danger, en fait, et ça c'est important. C'est-à-dire que même quand il y a un risque, on considère que pour la question des enfants, et vu l'importance que ça peut avoir dans leur développement, et en fait, même s'il y a des risques importants de danger, on peut agir en protection de l'enfance. Et ça parle pas exclusivement des violences, ça parle aussi de la question incestuelle, en fait, en creux. Ça parle aussi de la question des négligences, qui sont aussi une forme de violence. Voilà, parce que concrètement, un enfant qui n'a pas les moyens de se vêtir correctement, qui n'est pas nourri correctement, etc., c'est aussi des formes de violence, même s'il ne s'agit pas de coups physiques, etc. Voilà, c'est tout un éventail de violences, alors avec des réalités plus ou moins impactantes sur le développement de l'enfant, mais en tout cas, l'idée de cette définition, c'est aussi de prendre en compte l'ensemble de ces problématiques. Et je rappelle aussi que la question de l'effet sur... et c'est là où c'est important de penser que... de parler de la question du développement affectif, intellectuel et social, et notamment, et la question de l'intégrité psychique et du développement psychique des enfants. Par exemple, pour faire un petit focus sur la question des violences intrafamiliales, un enfant qui est témoin de violences intrafamiliales, d'un parent qui est acteur de violence sur l'autre parent, et souvent des hommes sur des femmes quand même, mais voilà, ça a le même effet psychiquement que d'être directement victime de ces violences. Voilà, c'est réel, c'est documenté, etc. Ça, comme dit la médecin pédiatre de l'UAPED à Nantes, le même effet que de vivre en zone de guerre, en termes d'effet sur la psyché. C'est-à-dire, oui, un enfant
qui ne sait pas à quel moment vont tomber les coups, les cris, etc., c'est un traumatisme. Donc c'est important à avoir en tête, c'est pas anodin en fait, un enfant qui voit des violences et qui est même témoin. C'est pas juste la question, enfin c'est aussi la question de considérer ces enfants-là comme des victimes premières des violences et pas juste des témoins autour. Donc c'est aussi à repenser, je pense, dans les questions qu'on se pose dans les différentes institutions et sur la question de l'adultisme. J'ai fini mon petit encart. La protection de l'enfance, l'objectif dans l'idéal, parce que je vous parle de choses qui ne sont pas forcément faisables toujours, mais c'est quand même de tenter de régler les problèmes qui ont mené lieu au démarrage d'un accompagnement éducatif et de permettre à l'enfant de vivre dans sa famille et que les problèmes soient résolus. Alors, dans la vraie vie, clairement, quand on arrive avec un enfant qui est victime d'inceste, c'est pas ça qu'on travaille. Voilà. Quand les violences sont importantes, quand on voit qu'il n'y a pas de possibilité du côté des parents de travailler, qu'il y a du déni, etc., c'est pas ça qu'on va travailler. Mais pour autant, c'est quand même ça l'objectif principal. Du coup, je fais aussi une petite info. Quand je parle de juge des enfants et de voie judiciaire, on ne parle pas de pénal. On parle de protection de l'enfant, c'est-à-dire que le juge des enfants, il prononce des mesures. Il prononce éventuellement le placement d'un enfant, il impose qu'un éducateur, une éducatrice vienne au domicile, etc. Ça n'a aucun effet. C'est la personne, le parent ne va pas avoir un casier judiciaire parce qu'il y a une mesure vis-à-vis de ses enfants. Peut-être que la question pourrait se poser de comment on retrace aussi les choses, parce que clairement, ça peut avoir l'effet. Mais en tout cas, la question... Quand il y a des violences, quand il y a des actes subis par les enfants qui sont pénalement répréhensibles, il faut aussi en parallèle qu'il y ait des poursuites qui sont engagées du côté pénal. Et ça, c'est une autre procédure que je ne détaillerai pas non plus. Mais c'est aussi des choses qui se font en parallèle. Donc dans la question notamment des violences sexuelles, etc., on peut aussi avoir d'un côté la protection de l'enfance qui reconnaît à l'enfant son statut de victime et qui dit on te croit, on te protège. Et pour autant, pas suffisamment d'éléments pénals, pas de poursuites, etc., ou un non-lieu, ou des choses comme ça. Voilà, on peut être sur ces dichotomies-là aussi, en réalité. Sur les différents types de prise en charge très rapidement, donc j'ai dit milieu ouvert à domicile, plus ou moins intensif, du placement, famille d'accueil, foyer, ce qu'on appelle maison d'enfants à caractère social, ou de la semi-autonomie, c'est-à-dire pour les plus grands, on peut aussi avoir des projets où ils sont en appartement et ils ont un accompagnement éducatif plus proche de la vie d'adulte, et un travail en parallèle qui est censé se faire avec la famille, et des modalités de visite qui peuvent être fixées par un juge des enfants aussi. Ça, c'est important. Quand il y a notamment un placement, l'enfant peut éventuellement soit aller tous les week-ends et une partie des vacances scolaires chez son parent, soit absolument pas parce qu'il y a une suspension, soit avoir des visites à la journée, des visites avec la présence d'un professionnel. Enfin voilà, il y a tous les éventails possibles et c'est revu régulièrement en fonction normalement des besoins de l'enfant. L'ensemble des mesures éducatives qui existent sont censées être supervisées par les départements. Mais pour autant, ce n'est pas forcément toujours le département qui les met en œuvre de manière concrète. C'est-à-dire qu'il y a en fait des missions il y a des délégations de services publics qui sont faites à un certain nombre d'associations à but non lucratif. Et c'est pour ça que je parlais de l'importance de parler de protection de l'enfance, parce qu'en fait, on a un certain nombre de collègues qui bossent dans les maisons d'enfants à caractère social, dans les foyers, dans les structures qui accompagnent les familles, mais qui, eux, sont des collègues et des salariés de droit privé sous des conventions collectives du social. Alors souvent, principalement la convention 66 et 51, qui risque d'être gravement attaquée aussi en termes de conditions de travail. Je ne vais pas développer non plus, mais ça mériterait tout un long débat. Sur les réalités et les conditions concrètes en protection de l'enfance, en gros, on est sur une explosion des besoins, et particulièrement depuis la sortie du Covid. Alors moi j'ai tendance à dire que c'est une bonne et une mauvaise nouvelle, parce que c'est une bonne nouvelle un peu parce qu'on se dit que on repère plus les enfants en situation de besoin, en tout cas, et en situation de protection. Donc sans doute qu'il y a du mieux. Pour autant, on connaît la dégradation des services publics, l'état des collectivités territoriales, et les moyens ne sont pas en face. Donc en fait,
on fait face à de plus en plus de pénuries en termes de protection de l'enfance. Et les services se sont pas adaptés de manière progressive et puis peinent à répondre aux besoins. Donc on a des délais de prise en charge qui sont complètement hallucinants. Normalement, une information préoccupante, il y a une évaluation dans les 3 mois. Aujourd'hui, voilà, moi sur le département où je suis, c'est plutôt 6-9 mois. Donc c'est-à-dire un enfant, on sait qu'il y a un problème et on attend 6-9 mois avant de proposer quelque chose. Ensuite, il faut encore que ça passe devant une décision, un juge des enfants. Ensuite, il faut encore que ça se mette en œuvre. Moi, il y a des mesures de placement. Les enfants, ils attendent 1 an en famille. Voilà, donc on vient rencontrer la famille à domicile et c'est bah oui, aux parents, oui, votre enfant il doit être placé parce que vraiment vous en occupez pas bien, ça dysfonctionne, mais on n'a pas de place donc on vous le laisse. Et puis on dit ça à l'enfant pendant on ne sait combien de temps. Donc évidemment, c'est des enfants qui, du fait de ces temps longs de prise en charge, les situations se dégradent. Quand ils ont des troubles un peu particuliers, ça s'empire. Et c'est de plus en plus compliqué aussi de leur trouver des lieux d'accueil adaptés à leur situation et à leurs besoins. Pour les professionnels, c'est de plus en plus difficile de faire un travail de qualité. Il y a évidemment beaucoup de perte de sens au travail, d'épuisement professionnel, de burn-out, etc. De moins en moins d'attrait pour le métier parce que évidemment il n'y a pas non plus des conditions de travail et des revalorisations salariales. Alors on a eu le Ségur, youpi, après moult batailles, mais bon c'est pas foufou quand même. C'est du rattrapage d'antériorité, de dégradation. Donc en fait on arrive tout juste à des niveaux salariaux, mais au regard des charges de travail et de ce que ça implique émotionnellement, évidemment que c'est pas assez. Et que du coup on a des écoles de travail social qui sont de moins en moins remplies. Donc ça pose des difficultés majeures sur le terrain. On peine à trouver des professionnels. On a recours à l'intérim. Alors ces dernières années, l'intérim dans le social s'est développé. C'est très lucratif, c'est que des boîtes privées qui sont un fric monstre. Pour, par exemple, parce que ça a été le cas moi sur mon département, ce qui a fait un peu le foin, ça n'a pas duré très longtemps, mais pour envoyer des éduques-canins dans des structures éducatives. Voilà, parce que si on sait éduquer des chiens, on doit pouvoir savoir éduquer des enfants. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est arrivé, clairement. Voilà, et donc des enfants qui non seulement ont des histoires de vie compliquées, complexes, avec des traumas, et qui font face à des équipes épuisées, des turnovers de malades, et du coup une prise en compte de leurs besoins de stabilité, de leurs difficultés, du besoin de sécurité affective, etc. Et ça amène aussi les professionnels à se poser la question régulièrement de est-ce que vraiment ça a un intérêt, par exemple sur les questions de placement, de déplacer cet enfant et de l'extraire de sa famille, vu ce qu'on leur fait vivre dans nos institutions en termes de difficultés. C'est un vrai débat et il n'y a pas de réponse évidemment toute faite, etc. Mais c'est régulièrement extrêmement compliqué pour les pros de devoir vivre ça. Moi j'ai des jeunes que j'ai accompagnés avant de leur trouver un lieu d'accueil adapté sur un lieu de placement. Je me souviens d'une ado de 14 ans qui a fait en 3 mois 16 lieux d'accueil. Elle changeait toutes les semaines. Voilà. Est-ce qu'il valait mieux pas qu'elle reste en famille? Je sais pas. La réponse n'est pas simple, mais vraiment, du coup, ça veut dire de la déscolarisation, ça veut dire l'arrêt des soins qui sont déjà engagés parce que, évidemment, qu'on a fait bouger pas sur 16 lieux d'accueil qui sont dans la même ville. Ce qui est fait là où il y a de la place et pouf. Donc on passe notre temps à déplacer des enfants dans un endroit à un autre parce que parce qu'il y a des règles de plus en plus contraignantes, parce que c'est compliqué. La question de l'inspection des lieux de protection de l'enfance, c'est pareil, c'est une vaste blague. Il n'y a pas tellement d'obligations légales, c'est un peu au niveau des départements, c'est un peu compliqué. Nous, on a un camarade à la CGT là qui fait ça. Il est tout seul sur l'ensemble du département à avoir la charge de l'inspection des lieux d'accueil. Donc évidemment, il écope à la petite cuillère une inondation un peu globale. Voilà. Je vais finir par tenter de trucs un peu positifs quand même parce que il y a des choses quand même qui s'améliorent un peu et on a des exemples de lutte. Alors je vais reprendre moi les exemples sur les départements. Donc au niveau du NPA, alors sur le département, on a la chance, moi j'ai la chance d'avoir un camarade qui est
aussi dans le champ de la protection de l'enfance, très investi à Sud Santé Sociaux. Moi, à la CGT, donc on arrive aussi à avoir un peu plus d'influence sur l'intersyndicale locale. On fait partie du collectif Travail Social en lutte du département qui permet aussi d'organiser des collègues qui ne seraient pas en capacité ou qui n'auraient pas le souhait de s'investir dans des structures syndicales. Donc ça permet d'avoir encore plus de poids, d'interaction avec l'ensemble des collègues en fonction des secteurs, des lieux de travail, des conditions, etc. Et il y a des choses qui fonctionnent, mais ça reste compliqué. Ça reste compliqué parce que le turnover sur les équipes et la souffrance des professionnels, ça aide pas à se mobiliser, ça aide pas à créer des collectifs militants stables, assurés, qui osent s'imposer face à la direction. On a quand même beaucoup de collègues qui s'épuisent, qui repartent, etc. Donc c'est un peu difficile. C'est des collègues aussi qui, c'est la droite ligne de l'humanitaire, donc on se mobilise pour les publics qu'on accueille, mais pour ses propres conditions de travail, c'est quand même plus compliqué. Puis on a la chance de faire un métier passion, ça fait un peu le lien avec l'atelier que vous animiez hier, mais voilà, le truc de ah non mais on a quand même la chance de faire un métier qui est pas qui nous plaît, etc. Donc on va quand même pas râler sur nos conditions de travail. Enfin ça c'est un vrai truc qui existe encore dans le social de manière importante. Il va falloir qu'on bosse vachement là-dessus. Pour autant, par exemple, au niveau du département de Loire-Atlantique, en 2021, on a réussi à faire une mobilisation. Alors c'est une journée de grève. Mais ça s'est bien goupillé parce que, d'une part, alors c'était en plein pendant les élections départementales, donc pour nos patrons élus, ça avait de l'impact. Moi j'avais, grâce à une camarade journaliste que certains de vous connaissent peut-être, qui est une ancienne militante, notamment des JCR, je parle d'un temps, qui s'appelle Elsa Sabado, qui fait un super boulot. Voilà, je lui rends un petit hommage. Mais on avait réussi aussi à faire un article de presse qui a un peu tourné, qui a un peu fait le buzz sur les pauvres petits bébés qui restent trop longtemps à l'hôpital alors qu'ils devraient être placés, etc. En se disant, au moins les bébés, ça va faire pleurer dans la chaumière, on va éviter de parler des ados à l'hôtel, même si c'est tout aussi grave et révoltant, mais on s'est dit, voilà, on va réussir à prendre un axe qui fasse un peu, qui mobilise un peu. Et du coup, entre les élections, le côté médiatique et une journée de grève très suivie, parce qu'on était presque 60% des professionnels du département travaillant en protection de l'enfance à être mobilisés. Et du coup, en quelques années, on a obtenu que la première vice-présidente du département, ce soit la vice-présidente enfance et famille. Alors ça, c'est un peu symbolique, mais voilà. Mais en vrai, le budget dédié à la protection de l'enfance, depuis 2021, il a en fait, au fil des années, été multiplié par 3. Alors, c'est très bien, ça suffit pas du tout encore. Mais c'est aussi des choses qui sont importantes. Ça n'arrête pas les problèmes d'organisation de travail, ça n'arrête pas les problèmes de gestion, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas tout un nombre de choses, mais voilà, faut aussi commencer. Et je pense qu'on a du coup évidemment une vraie nécessité. Alors pour les collègues qui travaillent dans le secteur, à continuer d'essayer de s'organiser, de se mobiliser de la manière la plus large possible, avec l'ensemble du secteur social pour avoir le plus de visibilité possible. Je pense qu'on a un vrai intérêt à faire le lien avec les usagers, comme on dit chez nous. Alors en protection de l'enfance, c'est un peu particulier parce que les usagers, c'est soit des parents à qui on est censé soit venir en aide, donc là on peut tenter de trouver un peu d'alliance, soit enlever les enfants, là c'est un peu plus compliqué. Parce que généralement ils sont pas super d'accord. Donc là l'alliance est plus complexe, mais par contre pour des jeunes majeurs, des associations de défense et de représentation des anciens jeunes placés, les collectifs de mineurs non accompagnés, etc., il y a un vrai enjeu à créer plus de liens et à se bagarrer ensemble. Donc ça c'est des initiatives qu'il faut évidemment défendre et porter. Et on a, mais sur l'ensemble des questions qui concernent les violences faites aux enfants de manière générale et la lutte contre l'adultisme, chacun, et l'inceste en sous-section, chacun de nos responsabilités. C'est-à-dire que effectivement, il faut faire parler de ces luttes-là, les communiquer, il faut en parler autour de soi, il faut interpeller et arrêter les collègues, la famille, etc. quand il y a des propos violents vis-à-vis des enfants. Moi je suis désolée, c'est un peu pareil que sur un certain nombre de sujets, mais les blagues de les baffes sur les enfants c'est rigolo, les blagues autour des violences,
faites aux enfants. Mais en fait, c'est pas possible. Peut-être ça peut commencer par là, par dire, en fait, j'entends que tu as envie d'en rire, mais c'est pas super drôle, quoi. Et on explique. Enfin, voilà, c'est des débuts de choses. Il y a un vrai travail de représentation à déconstruire. Hein. Enfin, voilà, les camarades l'ont dit avant, mais je pense qu'on a chacun notre part du boulot à faire, et pour ça, il faut s'obliger à se creuser un peu la cervelle sur ces questions-là. Je m'arrête là. Alors, donc il nous reste peu de temps pour la discussion, mais de toute façon c'était un peu une décision qu'on avait prise en amont, parce que comme c'est une table ronde avec de nombreuses intervenantes et intervenants, on voulait aussi laisser un temps assez important pour que tout le monde puisse développer son propos. Donc là, peut-être qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va prendre, je sais pas combien il va y avoir d'interventions, mais 8 interventions de la pergola, mais donc en double liste, donc 4 interventions de camarades femmes, 4 intervention de camarades hommes, et ensuite donc peut-être qu'il y aura une réponse si jamais, voilà, et on verra au niveau du temps pour essayer de tenir les délais, notamment parce que de toute façon on n'a pas le choix, on est sous la pergola, et donc en fait il va